Bonsoir, soyez les bienvenus dans GenTech, tous les mardis 22h-23h. GenTech, c'est le grand rendez-vous de l'actu high-tech. On est ensemble pour une heure avec nos invités, avec vos questions aussi. Le hashtag GenTech TV pour vos messages, vos réactions via Twitter. Nos deux invités, je vous les présente tout de suite. En l'absence de Pierrick, mais c'est exceptionnel, on le retrouvera évidemment la semaine prochaine et vous avez rendez-vous évidemment avec lui pour les replays d'À quoi tu joues, spécial Pokémon cette semaine. Nos invités donc, je suis très heureux de retrouver Olivier Barian. Bonsoir Olivier. Bonsoir Benjamin. Directeur du marketing de Harman International. Oui, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes chez Harman, Olivier ? Ça va faire 8 ans même, j'allais dire 7, mais 8. Ouais. Je crois que vous étiez chez Alpine avant ? Oui, je suis né dans le son en fait. Et je continue ma carrière dans le son avec grand plaisir. Avec toujours, grande conviction. Toujours beaucoup d'intérêt pour l'univers de la voiture aussi. Oui, toujours. Toujours. Ouais. C'est l'une de vos passions. On en parlera justement tout à l'heure avec vous, parce qu'on va voir qu'Harman, c'est un groupe qui a de multiples activités. Vous êtes évidemment très présent dans l'univers du multimédia, de l'audio nomade, sans fil. On vous retrouve dans les studios d'enregistrement aussi. On nous retrouve un peu partout en fait dans l'industrie du son. Les grandes salles de concert. En fait, si on prend le chaînage du son, de la prise de son comme ici jusqu'à la diffusion, seuls les supports d'enregistrement, donc que ce soit numérique ou analogique, ne font pas partie de nos domaines de compétences. Voilà. On ratisse très large au niveau du son. Voilà, donc on va voir avec vous toutes vos activités. On va évidemment parler de marques, peut-être qui sonne davantage à l'oreille du grand public que Harman. Certainement, oui. J'espère en tout cas. Si on dit JBL, ça vous parle peut-être plus que Harman. Oui, JBL. On va se parler aussi d'Harman Kardon. Ah ouais. Donc grand faiseur au niveau de l'acoustique et de l'électronique également. Sachant que dans le groupe, en fait, on a 17 marques. Donc après, on peut parler plus d'une heure sur des marques du groupe. Et puis, évidemment, il y a toute l'histoire du groupe que j'ai découverte assez récemment, qui est assez incroyable. Oui. Et on va y revenir dans un instant, justement. On a une heure ensemble, donc on va pouvoir prendre le temps de découvrir Harman et tout ce que vous faites, Olivier. Merci beaucoup d'être avec nous en ce mardi soir, malgré l'heure un peu tardive ce soir. Et puis, notre deuxième invité, alors, rien à voir avec vous, vous êtes pas du même monde en fait, mais on peut se côtoyer. C'est aussi l'intérêt de GenTech, c'est une émission de rencontre avec deux invités qui ont en commun la high-tech, mais à des degrés différents, puisque vous êtes un acteur du monde de la high-tech. François, vous m'avez dit l'autre jour que vous étiez un saltimbanque, c'est ça. Voilà. Ou un OCNI, un objet communicant non identifié. Voilà. Alors, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes en train de préparer l'arrivée d'une nouvelle émission de télé. Alors qu'on va prendre sur Watch vraiment au tout début. Hein, on est à l'embryon. Voilà, c'est la genèse. Cette émission, elle s'appelle Le Géoptimiste. Et en un mot, parce qu'on va y revenir tout à l'heure. En un mot, c'est la nouvelle chasse au trésor, mais c'est une émission qui est faite de A à Z par le public. Voilà. Donc réseaux sociaux... Réseaux sociaux, négociations avec les sponsors, choix des diffuseurs, tout est interactif. Voilà. Et vous allez pouvoir nous raconter à la fois le concept et puis nous dire aussi comment ça se passe, comment on fait quand on a une idée pour que cette idée débouche sur une émission de télé. Vous êtes au milieu de ce processus, c'est ça, hein ? Absolument. On a déjà fait une première opération qui a permis de réunir une série d'irréductibles géoptimistes, une 60aine. Les premiers supporters. Voilà, grâce à une petite opération de crowdfunding, c'est très à la mode, très courte, sur 30 jours, et on sait que rien ne résistera à notre intention de faire cette émission. Voilà, donc Géoptimiste, il y a un compte Twitter pour vous suivre, on va y revenir tout à l'heure. Voilà, vous avez le programme de ce GenTech, deux invités donc principaux, Harman et François Singer avec le Géoptimiste. On revient à Harman dans un instant, on va d'abord marquer une courte pause et puis on va aborder, vous savez, ces petites infos qui bruissent en ce mardi soir. On en parle tout de suite dans GenTech. Bon, on va commencer par une colle pour vous deux. Est-ce que vous connaissez ces 4 initiales que sont SXSW ?
Non, le SX tout court, oui. SW, oui, mais non, les deux en même temps, non. Alors en fait, SX, SW, le premier S c'est pour South, donc le sud, et le SW c'est pour Southwest. Donc c'est un festival qui s'appelle South by Southwest. C'est devenu l'endroit où il faut être en ce mois de mars. C'est un festival qui dure 10 jours, qui se terminera le 16 mars. Pour résumer, c'est un peu le Woodstock de la high-tech et de l'internet connecté. Il y a 3 grandes thématiques: le cinéma, la musique, l'interactivité. Alors pour la musique ce soir, par exemple, la vedette sur place, c'est Coldplay, avec un concert qui est retransmis en direct sur iTunes. Côté cinéma, South by Southwest, c'est 9 jours de projection. Et puis côté high-tech et objets connectés, beaucoup de Français, notamment pas mal de créatifs, ont fait le déplacement au Texas, puisque tout ça se déroule à Austin. Donc un rendez-vous décalé, atypique, qui est vraiment devenu incontournable pour les créateurs numériques du monde entier. À mi-chemin, si on peut dire, entre la fête de la bière, le web façon Loïc Lemer, et puis un grand festival de musique rock. Et la France y est représentée. Vous voyez, le boss était là en 2012 quand même, donc il n'y a que des stars. La France donc représentée avec notamment Ubifrance et Cap Digital. 10 startups font partie de la délégation, notamment Jeouti, que vous avez découverte il y a quelques jours dans Uppy sur Watch TV avec l'ami Bertrand Lenôtre, Uppy qui est en rediffusion et que donc vous pouvez retrouver avec Jeouti. Voilà, pour rester sur cette actu, à Austin justement, donc South by Southwest, c'est là que Canal, la chaîne de télé, donc oui, ça balaye très large, Canal a dévoilé il y a quelques heures ce que la chaîne appelle un player social. Ça va être une nouvelle manière, visiblement, de regarder les programmes de Canal et de les partager. En gros, si j'ai bien compris, c'est une plateforme vidéo qui va permettre à chacun de gérer ses propres chaînes, d'être tenu au courant des chaînes constituées par ses amis. Pour les annonceurs, l'intérêt, c'est qu'ils vont pouvoir cibler de manière très précise, évidemment, les contenus qu'ils mettent en avant et à qui ils les montrent. Canal parle d'un player qui se rapproche en fait plus d'un vrai réseau social vidéo, un équivalent selon la chaîne, je cite, de ce que Spotify et SoundCloud, rien que ça, sont à la musique. Voilà, on en reparlera sans doute jeudi matin sur Watch, dans Broadcast Time, le magazine des nouveaux médias et des nouveaux moyens de production. Ce sera à 11h en direct avec l'ami Fabrice Arad. Et puis, puisqu'on parle de South by Southwest et de start-up, vous savez, on a toujours un œil, nous, sur Kickstarter. Hein. Vous parliez de crowdfunding, de financement participatif tout à l'heure, François. Et bien sur Kickstarter, il y a un projet en ce moment qui connaît un beau succès. Regardez, petit coup de projecteur sur cette batterie externe. Vous voyez, on la sort d'un portefeuille parce qu'elle fait exactement la taille d'une carte de crédit. Alors elle s'appelle la Travel Card. Elle mesure moins de 2 mm d'épaisseur. Voilà, 1300 mAh de capacité. Alors c'est pas énorme, mais par rapport à son encombrement, elle vous redonne quand même à peu près 5 heures d'autonomie en appel sur votre téléphone, 4h30 de surf sur Internet. Si vous la précommandez sur Kickstarter, vous avez droit à un prix d'amis, une trentaine d'euros au lieu des 45 euros, je parle en dollars, pardon, $30 au lieu des 45 $, prix prévu pour sa commercialisation. Et puis voilà, c'est un projet qui a reçu notamment l'aval d'Apple, puisqu'il aura le tampon Made for iPhone, hein, qui devient très important pour les constructeurs qui visent les produits Apple. Oui, précision importante, il y aura 2 versions. Une version avec un connecteur USB et une version avec un connecteur Lightning pour iPhone 5, iPhone 5C et tous les iPads qui ont suivi depuis. Voilà pour ces 3 petites infos. On va évidemment revenir tout à l'heure dans GenTech, dans le flash, sur ce qui fait vraiment le cœur de l'actu high-tech de ce milieu de semaine, notamment le projet de cession de SFR par Vivendi. On va revenir sur la bataille que se livrent en ce moment Free, Bouygues Telecom et Numéricable autour de la reprise de SFR. Voilà, on marque une courte pause et on passe notre premier moment privilégié avec Olivier Barian, le directeur du marketing d'Harman International. À tout de suite. Voilà, Olivier Barian, Harman, donc
Groupe alors, qui est devenu mondial, qui pèse des milliards aujourd'hui. Oui. Mais ça a commencé juste après la Deuxième Guerre mondiale. Au fond d'une grange, presque. Oui. Ouais, hein. Ouais. Et alors, c'est l'histoire de deux cofondateurs. Pour la marque Harman Kardon, oui, effectivement. Sidney Harman. Oui. Et Bernard, parce que c'est son prénom. Bernard Kardon. Il est américain ? Canadien, je crois. Ah, c'est peut-être pour ça, alors. Donc, ce sont deux personnes qui se sont rencontrées dans une société, sachant que Sidney était... Il travaillait ailleurs, non ? Il travaillait ailleurs. Sidney était en dessous Bernard, et qu'ensemble, ils ont créé en 1953 la marque Harman Kardon. Voilà, donc un peu comme Hewlett Packard, hein, la juxtaposition de leurs deux noms de famille. Tout à fait. Sachant qu'en fait, l'histoire a commencé quelques années plus tôt, juste après la guerre. Oui. Et là, la première marque qui a émergé, c'est pas Harman. Hein. Non, chronologiquement, puisque effectivement, on a plusieurs marques dans le groupe. On a, si on remonte quelques années en arrière, c'est-à-dire 1949, on va se parler de la marque JBL. Et si on remarque encore un petit peu en arrière, on va se parler de la marque AKG aussi. Parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant cette émission. 1947 pour AKG. Donc 1947 AKG, 1949 JBL, 1953 Harman Kardon. Donc ce sont des marques légitimes sur le marché, qui ont une expertise chacune dans son domaine d'activité principal. Alors je vous ai pas demandé, mais JBL, ça veut dire quoi ? Ça a un sens ? Oui, bien sûr. JBL, c'est tout simplement les initiales de John Bullock Lansing. Alors Lansing doit peut-être vous parler, notamment sous la marque Altec Lansing. Ah, ça vient de là parce aussi. Que précédemment, c'était ces deux personnes qui s'étaient associées. Monsieur Lansing a voulu partir voler de ses propres ailes, mais Monsieur Altec n'a pas voulu qu'il garde son nom commercial sous Lansing Incorporation, et donc tout simplement ce monsieur a condensé ces trois initiales pour devenir donc JBL, John Bullock Lansing, donc JBL qui existe depuis plusieurs décennies maintenant. Alors je sais que si Pierrick était là, il vous demanderait quel a été le premier produit créé par cette nouvelle entreprise. Ça a commencé avec quoi ? Pour la marque JBL, donc, c'était une enceinte simplement acoustique qui permettait de diffuser du son tout bêtement. Ce qui est devenu après le produit emblématique de la marque. Hein. Oui, voilà. Les enceintes JBL. Le cœur de métier, c'est l'enceinte acoustique chez JBL. Après, on a eu pas mal de dérivés pour arriver jusqu'au multimédia aujourd'hui. Mais à la base, oui, c'est l'acoustique domestique. Et alors chez Harman, ça a commencé par une radio FM. Hein. Oui, tout à fait. Harman Kardon, premier produit qui a été développé, c'était une radio. Et ensuite, on a eu un premier ampli stéréo et ils ont eu l'idée d'intégrer la radio dans l'ampli. Donc c'était une révolution et ils ont connu un essor assez fulgurant et très rapide. Et puis je crois que il y a eu ce mouvement de regroupement et puis après il y a eu un mouvement de plus d'éclatement où la chaîne hi-fi était composée d'éléments séparés. En fait, c'est par vous que c'est arrivé aussi ça. Aussi, oui, on a été un des acteurs majeurs et premiers dans l'industrie audio, sachant que l'histoire d'Harman Kardon a connu bon nombre de rebondissements, notamment au travers de la vie professionnelle de Sidney Harman, parce qu'il y a eu des entrées et des sorties de M. Harman au sein même de sa propre société. Parce que je crois que pendant les 25 premières années, le groupe s'est un petit peu effiloché. Oui. Et puis il y a eu cette entrée en politique. Tout à fait, puisque Sidney Harman était un proche de Jimmy Carter, avant même son élection à la présidence, au milieu des années 70. Lorsque Jimmy Carter monte à la présidence, Sidney Harman est nommé vice-président au niveau du commerce. Et donc intègre, je dirais, le monde politique pour des raisons de problèmes, je dirais, de conflits d'intérêts. Il doit quitter sa vie professionnelle, commerciale, pour se consacrer à la politique. Forcément. Et je crois qu'il est sous-secrétaire au commerce. Sous-secrétaire, exactement. C'est son titre exact à l'époque. Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est que il fait en sorte de pouvoir, on va dire, accomplir cette mission sans conflit d'intérêts. Et puis, au moment où il quitte, la Maison Blanche, en fait, il va récupérer, il va racheter les parts de sa propre entreprise. Exactement. Harman Kardon, à cette époque, donc, n'est plus très fraîche au niveau commercial. Et donc, il rachète sa société,
qu'il renfloue, qu'il redéveloppe. Il la rachète pour la sauver ou quel est le... Ouais. Faut pas oublier de mentionner que ça fait, quand on se parle du milieu des années 70, ça fait déjà près de 30 ans que sa société existe, donc ce qui est assez énorme dans une carrière, et en fait on va s'apercevoir que c'en est qu'à la moitié de vie de la marque Harman Kardon. Donc il la rachète par cœur et par conviction, il la renfloue, pour d'autres raisons il doit à nouveau s'en séparer, et quelques années plus tard il a l'opportunité de la racheter de nouveau, et donc cela fait 30 ans maintenant que par rapport à son rachat, Harman Kardon perdure et connaît le succès que l'on peut lui attribuer aujourd'hui. Voilà. Au départ, c'était quoi la mise de départ des deux fondateurs entre Monsieur Harman et Monsieur Kardon, c'était $6,000. Ils ont investi $6,000. Très rapidement, grâce au succès des radios qu'ils ont confectionnés, ils ont connu un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers de dollars au bout d'1 an et demi à peu près. Et aujourd'hui, en fait, le groupe Harman revendique un chiffre d'affaires consolidé de près de 4,5 milliards de dollars. Voilà. Donc effectivement, pour ceux qui ont cru en Sidney Harman au début, quand Harman est rentré en bourse et qu'ils ont acheté des actions, c'était un bon placement. Ça valait le coup de les garder 45 ans. Ouais. Voilà, histoire assez incroyable. Voilà, on connaît évidemment l'histoire de Hewlett-Packard, mais l'histoire d'Harman Kardon, elle est pas mal non plus. Elle vient d'être révélée au grand jour. Absolument, absolument. Et c'est bien qu'on ait le temps toutes les semaines d'entrer un peu dans l'histoire de ces grandes marques. Alors évidemment, on est en 2014. Oui. Les produits ont un peu évolué, les tendances ont aussi beaucoup évolué. Vous le disiez, il y a plus de 15 marques dans le giron du groupe. C'est quoi le... 17 pour être précis. C'est quoi votre activité, celle que vous gérez vous, en tout cas Olivier, principale? Sur la partie grand public, on va essentiellement aujourd'hui se parler de multimédia. Autant il y a encore une quinzaine d'années, on pouvait essentiellement compter sur les produits domestiques, comme vous le citiez précédemment, donc les éléments séparés, les amplificateurs, lecteurs CD ou lecteurs DVD à l'époque, on se parlait de lecteurs DVD encore. Aujourd'hui, la tendance est complètement inversée, puisqu'on va se parler de produits multimédia, sachant que les prix dans le domaine du multimédia s'échelonnent entre, je dirais, une trentaine d'euros et jusqu'à 1 000 euros même aujourd'hui. Ouais. C'est quoi le produit le plus cher dans cette catégorie de... Chez nous, en tout cas, sous la marque JBL, on vient de sortir une enceinte multimédia domestique que l'on ne peut pas transporter à 999 euros. Précisément. On reste dans du multimédia, on n'est pas dans des produits home, donc voilà, ce sont des produits plutôt qualitatifs. Mais surtout, j'imagine. À ce prix-là, j'espère. À côté, effectivement, mais à côté de la qualité, on va se parler de technicité moderne. On s'est mis à la page de la connectivité sans fil, puisque c'est l'élément clé, je dirais, sur l'ensemble des produits qui aujourd'hui sortent de notre groupe. Alors j'imagine que toute cette révolution récente de la mobilité, de l'autonomie, des petits appareils nomades qui fonctionnent sur batterie, vous avez suivi et vous avez été l'un des premiers à suivre. Alors on a été un des premiers à lancer des produits multimédia, c'était en 1999. Notamment avec un produit qui s'appelle le Soundstick sous la marque Harman Kardon, qui est même au Musée des Arts Modernes de New York. C'est son dernier... C'est on va dire son grand frère, que l'on a bardé de technologie. On a toutes les connectivités possibles intégrées dans ce produit, que ce soit du Bluetooth, du Wi-Fi, de l'AirPlay, du DLNA, avec un appairage NFC. Donc on reconnaît un peu les formes du Soundstick sur ce produit, à ceci près que les satellites que l'on avait précédemment sont intégrés en fait sur la partie inférieure du produit. C'est vrai que dans la première version, il y avait ces deux satellites tout en hauteur, qui étaient sur les côtés, transparents aussi complètement. Sachant qu'en 99 en fait, on a développé ce produit conjointement déjà à l'époque avec Apple pour le faire correspondre esthétiquement, en tout cas, au G3. Donc l'ordinateur, Mac G3 à l'époque, tout translucide, et donc il allait de pair au niveau esthétique puisque complètement translucide. Voilà, et donc maintenant les satellites sont intégrés sur la partie inférieure, donc ici on va profiter, je dirais, d'une diffusion audio à 360 degrés, qu'il soit posé sur un meuble, au milieu d'une table, sur une table basse. Voilà, on fait évoluer le produit
légèrement en matière esthétique, puisque ça reste intemporel au niveau du design, et surtout au niveau technique. Donc évidemment, il fonctionne en Bluetooth. Bluetooth Donc notamment. on le pose n'importe où dans la pièce. Voilà, même si vous avez un smartphone qui a la technologie NFC, vous pouvez le passer devant, il va s'appairer automatiquement. Ouais. Alors, on n'a pas donné le prix encore de... Non, ce produit-là est positionné à 399 €. Ouais. Il est sorti en fin d'année dernière, fin 2013. On le retrouve un peu n'importe où. Sachant que 399 €, c'est quand même un prix assez élevé. Je dirais que le prix charnière au niveau du multimédia se situe autour des 199 €. Voilà. À peu près, où on va faire le distinguo entre tout ce qui est produit petit, transportable, nomade, qui fonctionne notamment sur batterie rechargeable, mais toujours en conservant une technologie de diffusion audio sans fil, le Bluetooth. Et après, au-dessus de 200 €, on va plutôt se retrouver avec des produits résidentiels comme celui-ci, qui a pour vocation de rester à demeure chez soi. Alors justement, il y a un produit JBL, je crois, qui se situe juste à la limite et qu'on ne peut pas oublier une fois qu'on l'a vu Une fois qu'on l'a vu. Une fois qu'on l'a vu, c'est c'est bien ça, dit. c'est bien C'est ça. bien dit. C'est Et une enceinte. accessoirement entendu. Voilà, exactement. Mais en tout cas, une fois qu'on l'a vu, on ne peut pas l'oublier. C'est le Pulse. Alors, le principe, c'est... Alors on le voit. C'est la boule à facettes du futur pour moi. Voilà, interactive, on va dire, puisque c'est une enceinte audio portable, comme on peut le voir à l'écran, qui intègre 64 LED autour de sa coque, qui va permettre de choisir son coloris, son thème musical et thème audiovisuel également. Donc on est, je dirais, à mi-chemin entre une enceinte musicale et une enceinte lumineuse. Elle est magnifique. Oui. 200 €, alors justement, vous disiez que c'est un cap, c'est une psychologique. Comment vous vous situez par rapport à vos concurrents dans cette zone des 200 € justement? Alors, sans trahir de secret, au-dessus de 200 €, il y a un acteur incontournable du marché qui truste, je dirais, les étagères et surtout les ventes. Au niveau du grand public, c'est Bose. Ouais. Qui a plus des 3/4 du marché, au-dessus de 200 € dans le multimédia, et en dessous de 200 €. Mais qui ont aussi la réputation d'être des produits assez chers. Assez cher, oui. Donc c'est la raison pour laquelle au-dessus de 200 €, on va retrouver quasiment exclusivement Bose. Et après, d'autres intervenants comme nous partageons les miettes. Ouais. Très clairement. Ça va, je crois. Des bonnes miettes malgré tout. Par contre, en dessous de 200 €, cela fait quelques années que nous travaillons aussi bien les produits docking, donc avec les connecteurs, notamment Apple, que ce soit le connecteur 30 broches ou le Lightning. Et plus précisément, depuis 2 ans, on a développé toute une gamme de produits nomades que l'on va retrouver donc effectivement entre 39 et 199 €. Donc pour ce segment de marché, effectivement, JBL est leader, de loin, je dirais. Et après, on va retrouver plusieurs marques comme Philips, notamment. Ouais. Oui, parce qui est second sur le marché. Le Pulse, c'est un produit un peu atypique quand même. C'est un produit atypique qui fait parler de lui, qui fait parler de JBL également, sachant que le gros des volumes chez nous se situe aux alentours des 100 € publics. Mais vous avez plein d'autres enceintes qui sont peut-être moins flashy, mais... Moins flashy, mais efficaces. Tout aussi efficaces au niveau audio, parce que je rappelle que notre vocation première est de diffuser du son. Et donc, on a notamment une petite enceinte nomade qui s'appelle le Flip, qui a dépassé chez nous en matière de production, et bien entendu au niveau des ventes, la millionième unité vendue. Ça, c'était encore l'été dernier, donc on doit s'approcher du 1,5 million produit vendu sur ce produit. Le Flip, c'est quoi? Le Flip, je l'ai emmené ici simplement, on peut le voir. Je l'avais pas reconnu, mais... on peut le voir juste ici. Donc c'est une enceinte nomade qui fonctionne effectivement sans fil, en Bluetooth, qui a une autonomie de 6 heures avec une petite pochette de transport, très qualitative, souvent dans tous les comparatifs. Cette enceinte, pour son prix, bluffe notamment par sa puissance audio, puissance de rendu. Donc c'est une enceinte que l'on vend allègrement aujourd'hui dans tous les réseaux. Le prix, on l'a donné Alors on a 2 versions, une à 99 €, une à 129 €, juste de la technicité NFC, pas NFC. Voilà, mais c'est un produit, c'est notre best-seller chez nous et chez nos clients. Voilà, joli. Donc le Flip. Le Flip. Question quand même, parce que votre ADN, c'est la qualité audio. Oui. Aujourd'hui, est-ce que ça reste votre priorité, ou est-ce que le design est en train de prendre le dessus?
Alors, effectivement, aujourd'hui, quand on regarde une étagère dans une enseigne ou une autre, on retrouve souvent des enceintes rondes, des enceintes carrées sans design spécifique, sans création ou idée de design spécifique. C'est la raison pour laquelle, comme vous le soulignez, les deux axes chez Harman, quelles que soient les marques, sont primo l'acoustique, parce qu'on veut rester, je dirais, au top, si je puis dire, en matière de rendu, de qualité audio, sans forcément parler de puissance. D'ailleurs, vous ne verrez jamais un produit avancer une puissance. Si je vous dis que le premier produit chez nous fait 1 fois 2 watts et qu'on l'annonce à un consommateur lambda en magasin, je pense qu'il va prendre peur. 2 watts, ça n'existe pas. C'est quoi 2 watts, 2 watts, c'est un tour micro, c'est une petite enceinte que l'on vend largement d'ailleurs, sauf que effectivement quand on l'écoute, comme le Flip par exemple fait 6,5 watts. Donc, ce qui n'est pas énorme non plus. Donc, primo, la qualité audio, et surtout, secondo, le design. Comme on l'a vu avec Harman Kardon, comme on le voit même avec le Flip, on a été le premier à sortir une enceinte cylindrique, un peu comme une canette, et beaucoup de marques ont rangé le pas au niveau de ce design. C'est vrai qu'en Espagne, les canettes sont beaucoup plus fines et beaucoup plus hautes que les canettes françaises, et ça ressemble vraiment à une canette, en tout cas une canette qui vous donne des ailes. Espagnole, exactement. Exactement. Merci beaucoup Olivier, vous restez avec nous parce que tout à l'heure on va continuer à parler de vos produits, on va parler des casques, puis on va parler aussi de votre activité dans un secteur plus professionnel, les studios, et puis carrément les grandes salles de concert, et on terminera par votre activité dans le monde de l'automobile. Oui, grosse activité également. Vous n'avez pas attendu qu'Apple se réveille avec CarPlay pour équiper les voitures, et de sacrée manière, on le verra tout à l'heure. Allez, on marque une très courte pause et on aborde donc ce projet d'émission complètement folle. C'est le G-Optimiste avec François Singer. Voilà, le G-Optimiste, François, vous nous en avez dit un mot tout à l'heure. Vous vous souvenez dans votre enfance la chasse au trésor ? Ah bah justement, oui. Je pensais, c'est exactement le type d'émission auquel je pensais, et je pense aussi à la course autour du monde. Voilà, la course autour du monde. Alors, le principe, c'était, la course autour du monde, c'est un reportage par semaine. Alors c'était des médias francophones, en fait des télévisions francophones, une télévision québécoise, une télévision suisse, belge, française, qui se retrouvaient à faire un tour du monde avec un journaliste maison, mais qui était un journaliste stagiaire, un journaliste qui venait de l'ESJ ou du CFPJ, et qui devait ramener du bout du monde un reportage d'une dizaine de minutes sur une rencontre particulière. Voilà. Encore, il durait moins longtemps que ça, je pense. Peut-être, ça durait peut-être moins longtemps que ça. Et puis, il y avait des critiques donc des gens de télévision. Ils envoyaient les bandes par la poste à l'époque. Ah oui, bien sûr. Là, là, je pense qu'on est avant 1980. Donc, vous avez aussi grandi avec ces émissions. Ben oui, parce que je suis un tout petit peu plus âgé que vous, Benjamin. Pas tellement. Mais votre projet... alors, le projet, je l'ai déjà à l'époque. C'est-à-dire, en 1987, j'ai le projet de faire une émission qui s'appelle Trésor Vivant. Et je rencontre à l'époque, je suis un tout jeune journaliste, c'est l'époque des radios libres, que vous avez connu. Et je suis dans la Maison Ronde, Radio France Internationale. Je rencontre Pierre-Henri Ernstam, qui à l'époque est le directeur d'Antenne 2, ce n'était pas France 2, qui me met en relation avec Jean-Pierre Spiro, qui était le réalisateur de Champs-Élysées de Michel Drucker, et puis avec Bernard Cazenave, qui s'occupait d'apostrophe de Bernard Pivot. Donc on travaille sur ce projet d'émission Trésor Vivant. Pourquoi Trésor Vivant ? Parce qu'au Japon, depuis très longtemps, il y a 13 trésors vivants nationaux. Alors ce sont les garants des biens immatériels du Japon, c'est-à-dire ceux qui mettent en avant l'art, la tradition, ainsi de suite. Alors moi, j'avais une idée un peu différente. Pour moi, un trésor vivant était quelqu'un d'extraordinaire parce que peut-être extraordinairement ordinaire, mais c'était une rencontre magique. Voilà. Et donc je voulais lancer une grande course autour du monde, une chasse au trésor vivant. Et l'idée de l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était de mettre en compétition des médias non concurrentiels et complémentaires. Et donc on avait réuni Géo, qui était un mensuel, Télérama, un hebdo, Le Quotidien,
Libération, pardon. Libération, pas le Quotidien de Paris. Libération, France Inter, Radio France Internationale et donc Antenne 2. Puis patatras. Super casting. Superbe projet, superbe casting, surtout qu'il y avait une idée derrière. Trésor Vivant, c'était chaque média qui avait son propre public, avait sa propre façon de raconter son histoire dans ces médias. Et simplement une fois par mois, un peu à la méthode du grand échiquier à l'époque, les différents journalistes racontaient quelles avaient été leurs quêtes plus que leur enquête, et le public votait pour le Trésor Vivant. Évidemment, la compétition se faisait dans un même pays donné. Par exemple, Madagascar, 6 rédactions, 6 angles différents, 6 publics différents. Qui sera le Trésor Vivant? Voilà, très belle idée. Alors ça, j'ai 20 ans. Et très belle idée, et puis patatras. Ça se fait pas parce que je connais pas grand monde, je suis un gamin, j'ai 20 ans. Bon, je rencontre ma femme, je fais autre chose, puis je quitte ce monde un peu dur, en me disant un jour j'y reviendrai. Et puis en fait, je fais autre chose, et je m'occupe, parce que j'ai une vraie passion pour la radio, pour la télévision, et ainsi de suite, donc je m'occupe de former ce que j'appelle des tontons filmeurs, c'est-à-dire de former des gens dans des conseils généraux de tourisme, dans des villages de vacances, dans ainsi de suite, un peu partout sur le territoire. Et je forme pendant 20 années, en faisant 20 tours de France, des tas et tas de personnes à savoir filmer, alors à l'époque avec des caméras H8, avec des Super 8, j'ai tout connu. Et j'ai fait les premiers montages vidéo en numérique, parce que c'est le numérique qui va tout changer. Et pour revenir à l'actualité à aujourd'hui, on est en 2014, donc on est presque 25 ans plus tard. 27 ans plus tard. Qu'est-ce qui fait que ce projet est encore d'actualité, ou peut-être qu'il l'est redevenu? Il l'est redevenu parce que d'abord, je me suis réveillé un matin en me disant il est trop tôt pour renoncer à ce projet. Et donc, il y a une très célèbre phrase de Steve Jobs qui dit le temps est limité, ne passez pas à côté de votre vie, ou quelque chose comme ça. Donc, comme je le lis un peu tous les matins, je finis par me dire pourquoi je ne vais pas faire comme des maisons, pourquoi je ne vais pas finalement tout claquer et puis recréer cette émission de télévision dont j'ai toujours rêvé. Mais je vais la faire d'une manière différente. Puisqu'à l'époque, je n'avais pas de soutien, je n'avais pas de supporters, je connaissais personne, eh bien, je vais utiliser les médias sociaux, les nouveaux médias, et faire cette émission directement avec le public. Et c'est le défi que je lance, et dont on parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, parce que l'idée, c'est aussi que les réseaux sociaux sont devenus tellement puissants et tellement, on va dire, universels, que c'est devenu une vraie base de... Oui, c'est un une outil, base. quoi. C'est un outil. Mais plus qu'un outil, même. Tous les directeurs d'antenne cherchent à utiliser le deuxième écran, voilà, et à faire interagir le public. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin, et je pense qu'aujourd'hui, un iPhone, comme une Google Glass, c'est un stylo audiovisuel, et qu'une nouvelle façon d'écrire même les émissions est aujourd'hui possible. Mais donc vous voulez faire la télévision par le grand public, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais est-ce que n'importe qui est capable de filmer, même si l'outil n'est pas une caméra au sens... Oui, tout le monde est capable de filmer à condition qu'il y ait un minimum d'apprentissage de ce que j'appellerais la grammaire audiovisuelle. Il y a quand même, dans une phrase audiovisuelle, un sujet, un verbe, un complément. Il y a une grammaire à apprendre. Mais elle est minimale. Et après tout, si on avait dit à un scribe il y a 6000 ans qui tapait avec un burin sur une tablette en argile, un jour un enfant pourra écrire papa, parce que le premier mot, faut que ce soit papa, sur une feuille blanche avec un stylo bic, il vous aurait regardé avec des grands yeux. Alors on voit l'une des bandes annonces qui est assez préliminaire, on va dire, que vous avez créé pour le G Optimiste. Le but de c'est quoi? C'est un jeu? Est-ce que c'est un jeu, un concours? Est-ce que c'est juste une émission de découverte? Comment est-ce que vous la définissez? Ça va être en effet un concours qui va permettre au public de... Vous avez peut-être vu cette publicité d'Apple actuellement qui passe sur l'iPad Air et qui reprend une phrase, je crois qui vient du film Le Cercle des Poètes Disparus, et qui se termine par parce que le prodigieux spectacle continue et que tu peux écrire ta rime. Eh bien, je crois, apporter ta rime. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a une rime
audiovisuelle qu'il peut écrire. Et alors, c'est possible de faire une émission de télévision en ne se basant que sur le public. J'en suis désolé pour tous les journalistes, pour tous les professionnels, pour tous les érudits de l'audiovisuel. Si ça peut changer, c'est bien. J'annonce la République. Je suis un hussard de la République audiovisuelle. Ouais. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est que vous ne nous avez pas encore décrit le fonctionnement de base, mais c'est quoi le principe? Des candidats qui seront coachés par quelqu'un. Ce quelqu'un, qui peut être soit du public, soit une vedette, sera en train de négocier parmi des milliers d'offres que lui offriront le public d'un territoire, des possibilités de sujets. Et il enverra son candidat avec ses lunettes Google Glass ou avec son iPhone rencontrer au petit bonheur la chance des sujets, des personnes, des situations invraisemblables. Et donc, qu'est-ce qui se passe une fois que ces équipages arrivent à destination? Eh bien, ça crée une histoire dont on est le témoin, une histoire dans laquelle on participe en agissant, et surtout, la manière même d'écrire, c'est-à-dire la manière même de filmer, fait que le spectateur a l'impression que c'est lui qui voyage. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on confronte ces... Eh bien, il faut évidemment voter pour l'équipe qui a fait le plus beau voyage. D'accord, voilà. Donc ça va être une émission de découverte. Tout ça va se faire en voiture électrique, c'est ça? Oui, tout ça va se faire en voiture électrique. Vraisemblablement des Twizy de Renault, pour les candidats. Et puis il y aura une voiture, vraisemblablement la Zoé de Renault, qui sera la voiture de l'animateur et qui passera d'équipe en équipe pour voir comment ça se passe, et qui sera le seul traitement non subjectif, mais objectif, sur la façon dont les candidats vivent leur aventure. Voilà, bon, voilà pour le principe de cette émission, alors qui est vraiment à un stade, on la prend très tôt là, pour le coup. Franchement, est-ce que vous avez une certitude qu'elle va se faire? Oui, j'ai la certitude qu'elle va se faire, parce que je crois que ce qui fait que quelque chose réussit, c'est pas l'intelligence, c'est le fait de ne jamais abandonner. Bon, alors vous allez nous dire tout à l'heure, François, où vous en êtes de vos démarches justement par rapport aux chaînes, par rapport à ceux qui peuvent vous aider à produire l'émission, maintenant qu'on a à peu près compris le principe et on va dire le contexte pour vous. Alors, on y revient dans la deuxième partie de Gentech. On fait une courte pause, on va s'intéresser à l'actu de ces dernières heures, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses sur le front, notamment de la téléphonie mobile. À tout de suite. Voilà, on est toujours dans Gentech sur Watch TV en ce mardi soir, 22h, 23h. Merci à vous de nous suivre en direct ou en rediffusion. L'actualité de ces derniers jours, ces dernières heures, c'est évidemment le feuilleton. Vous avez suivi le feuilleton? Oui, bien sûr. Forcément, qui agite le monde des télécoms et au-delà, bien sûr. C'est le projet de vente de SFR par Vivendi. Voilà, on pensait que l'affaire allait se faire de manière assez simple, finalement, entre SFR et Numéricable. Voilà, c'était sans compter sur l'accord conclu en 2 jours de négociations intenses entre Free et Bouygues Telecom. Accord donc pour que Free rachète le réseau d'antennes relais et les fréquences de Bouygues Telecom pour un peu plus d'1,8 milliard d'euros, mais à la condition évidemment que Vivendi choisisse Bouygues comme repreneur de SFR et pas Numéricable. Voilà, l'accord avec Free permettrait à Bouygues de se séparer de son réseau historique pour on va dire, prendre à la place le réseau d'SFR et ainsi respecter les règles de la concurrence. Numéricable a essayé de reprendre la main en ce mardi matin en mettant un coup de pression et en posant un ultimatum à Vivendi, un ultimatum qui prendra fin vendredi, c'est le jour du conseil d'administration de Vivendi. Voilà, entre-temps Arnaud Montebourg est entré dans l'arène, Xavier Niel, lui, s'est exprimé à l'occasion de l'annonce des résultats trimestriels de Free, annonce marquée par un bond du résultat net de 42%, et selon Xavier Niel, la solution Numéricable serait exécrable pour le consommateur et pour la France. Voilà, ça promet encore du sport dans les heures, les jours qui viennent, d'ici vendredi évidemment, puis au-delà, puisque c'est une affaire qui va nous emmener jusqu'à l'année prochaine. Voilà, on en reparlera donc sans doute dès la semaine prochaine dans Gentech.
Moins glamour sans doute, mais il y a une clientèle, hein, les personnes âgées et la téléphonie, avec un événement pour une marque suédoise qui est l'un des 2 grands fabricants de téléphones simplifiés. Cette marque, c'est Doro, et Doro ouvre sa toute première boutique, voilà, c'est en France, c'est à Paris, au 48 rue Le Courbe, ouverture à partir de vendredi. Voilà, et Doro qui a annoncé aujourd'hui être devenu le partenaire de la Fédération française de bridge. Voilà, comme quoi on cible ses clients. Un cadeau sympa signé Olympus à présent. Pour tout achat d'un OMDE M10 d'ici au 31 mai, Olympus vous offre un cours de photo en partenariat avec Je veux être photographe. L'occasion sans doute pour vous de vous familiariser, de découvrir les joies de la photo avec un réflexe numérique. C'est un cadeau d'une valeur de 85 €. 4 heures de cours dispensés dans 11 villes en France: Bordeaux, Cannes, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse. Et puis un événement destiné aux créatifs organisé par Adobe, ce sera le 20 mars, donc jeudi de la semaine prochaine à la Gaîté Lyrique. Adobe, c'est évidemment l'éditeur de Photoshop, d'Illustrator, d'InDesign ou encore de Premiere. De grands noms seront à Paris pour partager leurs créations et leurs sources d'inspiration. Parmi eux, un ami de Watch TV, Laurent-Paul Robert, maître des effets spéciaux, puisqu'on lui doit notamment les effets spéciaux d'Inception, de Batman, ou encore de tous les Harry Potter. Rendez-vous donc le 20 mars, à suivre en ligne, ou bien directement à la Gaîté Lyrique. Et les infos sont sur le site d'Adobe, adobe.com/fr. Voilà, on marque à nouveau une toute petite pause et on revient ici en studio avec Olivier Barian, le directeur du marketing d'Harman International. À tout de suite. Olivier, on a parlé du multimédia tout à l'heure. L'une de vos autres activités, et là on va peut-être plus parler d'AKG que de JBL, c'est évidemment les casques. Oui. Là, vous êtes une marque qui a vraiment, au fil des années, gagné sa place dans les studios d'enregistrement notamment. 1947, donc ça remonte. Ouais, hein. Effectivement, vous parlez de studio d'enregistrement. À la base, c'était des micros pour les performances dans les salles d'exhibition. Ouais. Je ne vais pas parler de salles de concert à l'époque, sur des scènes. Donc, les micros étaient développés pour ça. Et aujourd'hui, on retrouve les micros AKG, les casques AKG, un peu partout dans les studios d'enregistrement, dans les salles de concert. La plupart des artistes utilisent AKG. Si on reprend We Are the World, avec le fameux clip où on voit une pléthore d'artistes. Michael Jackson et ses amis. Notamment avec Quincy Jones à la baguette, tous sont équipés de casques AKG à l'époque et ça continue aujourd'hui. Alors, sans doute pas ce casque-là, parce que celui-là est très récent. Non, voilà. Là on est vraiment à la pointe de la technologie. C'est un casque qui est commercialisé aujourd'hui même, un casque Bluetooth, qui est à la croisée entre la qualité haute fidélité, comme on l'appelle, donc très haute qualité, et tout ce qui est nomadisme, puisqu'on va se parler de diffusion sans fil, encore une fois en Bluetooth. Oui, parce que comme ça, je ne l'ai jamais eu en main, mais il a l'air quand même assez... massif. Assez massif, mais en même temps, il est portable, il est pliable apparemment. Alors, portable, pliable, on travaille aussi sur le poids des casques, puisqu'effectivement, porter un casque pendant de nombreuses heures peut... je dirais fatigué, notamment au niveau des cervicales, donc c'est un point très important à retenir au moment de la conception d'un casque, surtout bardé de technologie. Et donc aujourd'hui, même si on voit qu'il paraît effectivement gros, c'est une tendance actuelle où on se promène en extérieur avec des casques relativement gros au niveau des oreilles. Alors, il y a un casque, moi, qui m'a marqué, et on se connaît depuis un certain nombre d'années, Olivier. Il y a 2 ans ou 3 ans, à l'IFA à Berlin, le salon de Berlin au mois de septembre, on s'est retrouvés autour d'un certain Quincy Jones, justement. Tout à fait, oui. Qui venait de donner son nom à une gamme de casques chez vous. Là, on voit les images, justement. C'est sacrée rencontre, évidemment. Grande rencontre. Alors, Quincy Jones...
ça a coïncidé, je dirais, avec Il y a un historique sortie, du coup avec vous. Il y a un historique, ça a coïncidé avec la sortie des casques estampillés Dr. Dre. Mais comme le soulignait Quincy Jones, ce n'est pas une opération commerciale, c'est simplement qu'il a fait toute sa carrière avec des casques AKG. Donc pour lui, il lui paraissait naturel, à la fin de sa carrière, de signer une ligne de casques avec la marque qu'il a suivie pendant toute son épopée artistique. Ah, c'est beau, puis ces casques étaient effectivement sympas et on a passé un moment fantastique avec avec un moment inoubliable Jones, avec Quincy Jones, je dirais au coin du bar après sa conférence de presse, parce qu'il était resté prendre un verre. Il reste jeune et fringant, hein, Quincy. Hein. Oui, toujours alerte du début de la matinée jusqu'à tard dans la nuit. Les hôtesses sont sereines encore. Oui, effectivement, il n'a rien perdu de son sex appeal. Voilà. Juste un mot quand même de cette concurrence Beats. Est-ce que ça a secoué le marché? Est-ce que vous êtes un peu réorienté? Non, ils ont créé très clairement une nouvelle demande au niveau du marché, puisque des casques au-dessus de 200 € étaient plutôt anecdotiques en matière de volume de vente. Aujourd'hui, c'est un segment à part entière que Beats a pris à créer, sur lequel nous étions mais très légèrement positionnés. Donc je dirais qu'en soi, ça ne nous a pas fait ombre au niveau du commerce, puisque nous sommes sur des prix inférieurs à ce que peut proposer Beats. C'est une belle histoire aussi que Beats a créé jusqu'à aujourd'hui. Alors on a vu 2 modèles de casques assez haut de gamme, on va dire, assez gros aussi. Oui. Vous faites aussi du casque un peu plus léger, je crois qu'on a encore des images à vous montrer. Je pense qu'on retourne du côté de chez JBL, non, il me semble. Oui, parce que effectivement, comme on le disait tout à l'heure, on a une place très importante au niveau du multimédia, et aujourd'hui on développe également des casques sous la marque JBL. J'ai cru voir la concurrence. Oui, comme quoi on n'a peur de rien au niveau de nos campagnes, mais simplement JBL est connu et reconnu dans le monde du multimédia, et on fait le parallèle avec des casques qui correspondent, je dirais, au style de vie que l'on peut avoir lorsque l'on achète un produit de la marque JBL. Alors c'est impressionnant, j'avais regardé les images, j'avais pas vu ce détail, mais vous avez pas froid aux yeux là. Non. C'est bien. JBL est fier de l'être. C'est bien. Bon voilà, je voulais qu'on dise un mot d'autres activités, on va dire. On a vu l'activité grand public, l'activité chez les pros dans les studios. Oui. Et puis, vous êtes aussi capable de participer à des montages de salles de concert, dignes de le Bercy de Los Angeles et le Staples Center. On va voir sur ces images qu'il y a aussi de l'Arman dans ce genre de structure. Entre autres, oui. Alors, effectivement, là, on voit le Staples Center à Los Angeles. Et il faut savoir qu'on équipe à peu près les 3/4 des salles de cinéma avec la marque JBL au niveau des enceintes. Et bien entendu, comme on le disait en préambule, d'autres marques comme on voit ici, Crown, ou d'autres encore, Lexicon, Mark Levinson, contribuent, je dirais, à notre expertise dans le monde professionnel. Donc de la prise du son, encore une fois, avec les micros AKG, jusqu'à la diffusion avec les enceintes, notamment JBL, ou encore des consoles Studer pour mixer l'ensemble. Dans toutes les radios utilisent... effectivement, pour avoir eu l'occasion de visiter nombreux studios d'enregistrement sur Paris, à chaque fois je dis vous voyez là, les consoles c'est nous, ça c'est nous, les studios moniteurs c'est nous, ah bon, donc c'est assez rigolo et assez gratifiant en même temps de voir que le monde audiovisuel français et international bien sûr utilise nos produits. Et voilà comment on arrive à un groupe qui réalise 4 milliards, un peu plus de 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Voilà Olivier, on va revenir à vous juste avant la fin de l'émission pour parler d'un dernier domaine très important, c'est la voiture. Oui. Mais avant ça, François, comme promis, on se retourne vers le Géoptimisme, donc cette émission dont vous préparez l'arrivée sur une chaîne de télé. Alors justement, on a vu en gros le concept tout à l'heure. Maintenant, il y a la démarche du créateur de programme. Comment on fait quand on a un projet d'émission pour que ça devienne une réalité? Comment on fait? Il faut vous en êtes tout rencontrer les bonnes personnes, comme on dit. C'est pas facile de rencontrer les bonnes personnes parce que c'est un petit milieu, c'est un petit monde. Et puis la télévision, c'est souvent aujourd'hui des plateaux, un humour qui est un humour, on rigole beaucoup. Et c'est difficile de proposer des sujets différents. Donc comment on fait?
La première démarche, ça a été de contacter en fait Michel Drucker. Parce que Michel Drucker, il y a 27 ans justement, avait son ami Jean-Pierre Spiro qui était réalisateur et qui avait travaillé un temps sur ce projet Trésor vivant. Et grâce à Michel Drucker, on a pu rencontrer 2-3 personnes et ainsi de suite. J'en suis là, je peux pas en dire beaucoup plus, mais il y a en effet des chaînes de télévision et des maisons de production qui commencent à s'intéresser à ce projet, mais je voudrais pas qu'on perde la philosophie de ce programme. Et la philosophie de ce programme, c'est de dire on peut créer une émission à l'envers à partir du public. Et donc, aujourd'hui, moi, je fais un appel chez vous. J'ai déjà un certain nombre de géoptimistes. Mais j'ai besoin des talents de tout le monde. Je suis persuadé qu'il y a en France des milliers et des milliers de personnes qui aiment leur territoire, qui aiment leur région, qui aiment l'activité qu'ils proposent, parce qu'ils ont peut-être une activité particulière qu'ils proposent aux gens qui viennent chez eux, qui poussent la chansonnette, qui ont un talent, qui connaissent quelqu'un qui est absolument extraordinaire ou farfelu, et qui aimerait qu'on le rencontre. Bon, bref, je suis persuadé qu'il y a des tas et tas de personnes qui peuvent se dire, mais au fond, oui, j'ai envie qu'on se la refasse, cette chasse au trésor. Et puis moi, j'aimerais bien être le candidat qui va chercher les trésors. Ou moi, j'aimerais bien être quelqu'un qui donne rendez-vous au candidat pour lui faire rencontrer un trésor. Ou moi, j'aimerais bien que le candidat, il passe par cet endroit parce qu'il est merveilleux, et ainsi de suite. Donc, je voudrais que le public, dans un premier temps, s'inscrive et puis fasse en quelque sorte pression pour dire oui, on veut absolument refaire la chasse au trésor. Ouais, donc concrètement, vous avez lancé une première opération de financement participatif, absolument, vous le disiez tout à l'heure. Absolument. Pour vous, ça continue de passer par là maintenant. Vous essayez de constituer une communauté. Voilà, je constitue une communauté de supporters. J'apporte au futur directeur d'antenne de la chaîne une émission qui est populaire avant que ça ne commence, parce que généralement, quand une émission se lance, si ça fait patatras, c'est très mal vu, et ça peut arriver. Donc là, au moins, l'émission est populaire avant que ça n'arrive. Pour vous, c'est quoi la chaîne, on va dire, pour laquelle cette émission est destinée? Si vous aviez le choix, vous la diffuseriez où? Je pense que France Télévisions est un endroit naturel, et je pense que compte tenu de la dimension à la fois relativement moderne du traitement, parce qu'il va être très innovant avec un traitement uniquement subjectif, et puis la dimension quand même intergénération et éducation, je pense qu'on irait plus vers du France 4 ou du France 5. Olivier, est-ce que c'est le genre d'émission que vous regarderiez, ou est-ce qu'au moins il y aurait un effet de curiosité chez vous? Curiosité, effectivement, ça rappelle plutôt la chasse au trésor. Vous regardiez avec De Dieu le veut, j'ai des images, alors j'étais un peu jeune encore à l'époque, mais oui, j'ai des images de la chasse au trésor assez captivantes. Oui. De quoi vous avez le plus besoin aujourd'hui, François? J'ai besoin que les gens aillent sur legéoptimiste.wix.com, que les gens s'inscrivent, participent. J'ai besoin de rencontrer évidemment des sponsors. Je suis en contact avec des gens qui s'occupent de voitures électriques. Et j'ai besoin de venir vous voir de temps en temps pour vous donner des nouvelles. Vous êtes le bienvenu. Et puis j'ai besoin... On a commencé, ça y est. J'ai besoin de montrer que c'est possible aujourd'hui, quand on a une envie, cheville au corps, et puis le rêve de faire un programme qui soit intergénération, parce que ça n'existe plus beaucoup en télévision. Tout le monde est un peu sur ses écrans, les enfants plutôt sur YouTube, les ados, les adultes plutôt sur des chaînes de télévision. Il y a beaucoup de segmentation, il y a beaucoup de chaînes thématiques. Il n'y a plus beaucoup d'émissions qu'on regarde en famille. Et ce programme, même si tout le monde ne le regardera pas au même moment et en même temps, il sera sur tous les écrans, il sera sur tous les médias, et il permettra d'avoir entre les générations un langage commun, une vedette commune, quelque chose. Olivier, puisque le projet va se nourrir aussi du retour de chacun, qu'est-ce que vous ajouteriez à l'idée de François pour en faire quelque chose d'encore plus séduisant? Peut-être aller s'adresser aussi aux écoles, puisque les jeunes sont assez créatifs, sans aller dans le primaire, mais aller toucher en tout cas un public plutôt jeune et avec des idées très, très larges. Je
pense que c'est une de vos cibles, évidemment, les enfants. C'est ce que j'aime, c'est ce que je veux, c'est ce que je cherche. C'est-à-dire que, 1000, 2000, 3000, 4000 personnes finissent par devenir, quelque part, les scénaristes de ce projet. Alors, on parlait tout à l'heure avec vous, François, des voitures qui vont être utilisées pour ces déplacements. Donc, il y a 2 modèles de voitures électriques françaises, apparemment, qui ont l'air d'être bien partis pour apparaître dans l'émission. Vous, Olivier, chez Harman, vous vous intéressez à la voiture depuis très longtemps. Aussi, oui. Parce que je crois que ça a commencé il y a une trentaine d'années. Hein, exactement. Avec les 2 grands constructeurs allemands. Oui, BMW et Mercedes, pour ne pas les citer. Voilà, on continue toujours à travailler avec eux, assez largement. Et c'est une grosse activité pour vous. C'est notre première activité, en fait. On fait plus de la moitié de notre chiffre d'affaires dans l'industrie c'est énorme. Audio-mobile, je vais dire ça comme ça. Sachant qu'on distingue quand même deux secteurs dans cette activité, 2 sous-secteurs. La partie infotainment, c'est-à-dire tout ce qui est affichage au centre du tableau de bord, que ce soit les systèmes GBS, systèmes d'information à la conduite, tout ce qui est système multimédia aussi, caméra de recul, etc. Ça, c'est la partie infotainment. Et à côté de cela, on va avoir aussi la partie audio, donc tout ce qui est diffusion au travers les haut-parleurs qui sont installés dans le véhicule. Ouais. Donc on se parle, attention ici, uniquement d'installations faites dans les usines du constructeur, soit d'origine, soit optionnelles, si on les prend en option. Il nous reste 30 secondes, Olivier. Racontez-moi juste ce système d'écran. Alors on a équipé... écran partagé en fait. Un écran partagé qui est une option dans les dernières Mercedes classe S qui va permettre au conducteur d'avoir un visuel sur l'écran, notamment le GPS, la navigation, et à son passager qui est à sa droite, ou à sa gauche si on est en Angleterre, bien entendu, de profiter d'un second écran, mais dans ce même espace. Donc dans le même écran, selon l'angle de vision, on va avoir 2 affichages différents. Et donc le passager pourra par exemple regarder un film pendant que le conducteur se sert de son système GPS. Voilà, donc Harman, quelques années d'expérience, alors que Apple commence seulement à s'intéresser vraiment aux voitures, à l'automobile avec CarPlay qui a été annoncé il y a quelques jours à l'ouverture du salon auto de Genève. C'est la fin de ce GenTech. Merci beaucoup à tous les 2 d'avoir participé à cette émission. Merci Benjamin. Sans Pierrick Fay, qu'on embrasse et qu'on retrouvera la semaine prochaine dans GenTech. Merci à Philippe Leroux qui était aux commandes. On attend toujours vos messages, vos questions, vos réactions à l'émission avec le hashtag GenTechTV. Merci beaucoup. Les programmes de Watch continuent et nous on se dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Merci.